Bonjour à toutes et à tous, Rudy Cambier, co-dirigeant du Liberté Living Lab, et donc je co-dirige ce travail de recherche-action avec Xavier et Elodie, dont on va vous partager un premier bilan d'étape et aussi un certain nombre de réflexions. Peut-être juste en introduction quand même, Xavier, te laisser quelques minutes pour rappeler les objectifs et la méthodologie de cette étude. Donc on est vraiment sur une méthode de recherche-action, intervention. On s'inscrit plutôt dans une démarche à long terme, même si on est sur une première année exploratoire donc d'une dizaine de mois. On a commencé le travail véritablement en septembre, donc on est au tout début en tout cas du projet. Donc ce qu'on vous propose, c'est un état d'avancement en tout cas de ce projet. L'objectif, c'est vraiment d'analyser les tendances, les opportunités stratégiques, industrielles et servicielles du design pour accompagner au mieux les entreprises dans leur transition, qu'elles soient sociales, environnementales, économiques et plus largement sociétales. On a un parti pris, c'est qu'on s'inscrit vraiment dans une démarche dite abductive, donc d'aller-retour permanent entre un travail immersif de terrain, une revue de littérature, donc un état de l'art, c'est une manière aussi pour nous de nous inspirer, et puis parallèlement un certain nombre d'entretiens avec des experts du domaine. Donc on a démarré un premier état de l'art, on va vous partager en tout cas nos principales références, et puis parallèlement, Rudy et son équipe ont commencé à conduire une enquête et un certain nombre d'entretiens avec des acteurs du design, du monde industriel et des collectivités. On est donc sur une approche qui vise, et ça c'est important, à développer des méthodes et des outils qui soient spécifiques, c'est important, tout en sachant qu'on travaille sur une démarche pour supporter des projets qui sont expérimentés pour répondre aux besoins des parties prenantes, qu'ils soient industrielles ou collectivités territoriales. Alors, sur les fondements théoriques de l'étude et notamment les ouvrages et les références un peu pionnières desquels nous sommes partis. Alors, bon, c'est pas forcément exhaustif, mais en tout cas, c'est nos trois principales inspirations. La première, vous la connaissez sans doute, c'est le travail de Victor Papanek, qui est considéré comme le pionnier, le précurseur de toutes ces démarches d'éco-design, notamment à travers son premier ouvrage, Design for the Real World, écrit en 1971, où il propose une vision pour le moins critique du monde industriel, puisqu'il considère que la majeure partie des objets, des produits industriels sont mal adaptés, futiles et inutiles. Bon. Et c'est le premier qui a annoncé la nécessité et surtout l'urgence dans une démarche, alors de design à l'époque on parlait plus de conception au sens large, d'inclure, de considérer les impacts sociaux et environnementaux, chose qui va reprendre de manière un peu plus spécifique dans un autre ouvrage qui n'est pas cité ici, qui est Green Imperative, donc c'est de l'impératif vert, où il va définir finalement en quelque sorte les grands principes d'un design responsable. Et parmi ces principes, à noter notamment l'observation des phénomènes naturels comme source d'inspiration pour des systèmes un peu plus intelligents, un peu plus experts. Allusion à toutes les démarches de biomimétisme aujourd'hui. La deuxième référence, c'est celle de Nelson et Stolterman. Alors, petite remarque, Nelson est architecte, designer, Stolterman est un informaticien. Donc un couple un peu détonnant et qui font la synthèse, on est au tournant des années 2010, qui font la synthèse de tous les travaux qui ont été faits depuis les années 70 et les années 90 pour proposer une troisième voie entre le hasard et la nécessité, et cette troisième voie, c'est le design. Ils insistent sur l'importance de l'intention stratégique qui doit être impulsée par une direction stratégique et sur la nécessité d'instaurer une culture qui soit partagée au sein de l'organisation, mais aussi en dehors, de recherche, d'enquête et d'action. Donc ils reviennent sur les principes fondamentaux, sur les concepts clés qui doivent être appliqués et qui peuvent être améliorés à travers la pratique. Et notamment, ils re-questionnent la mission, le rôle
et la posture du designer, pas simplement par rapport à ce qu'il peut faire, mais ce qu'il doit faire. Ça, c'est une question qu'ils remettent justement au centre de leur réflexion. Le designer, c'est pas parce qu'il peut tout faire a priori qu'il doit tout faire. Voilà. Donc on retrouve l'importance du common good qu'on va retrouver notamment à travers ce qui est pour nous en tout cas aujourd'hui l'enseignant-chercheur qui nous inspire le plus, qui est Kees Dorst, donc de l'Université technologique de Sydney. On s'inscrit vraiment dans sa réflexion et dans le développement de démarches qu'il peut aujourd'hui proposer. Kees Dorst est reconnu à la fois pour son travail académique, mais aussi par sa capacité à observer la pratique. Il observe depuis presque 30 ans maintenant les designers dans leur pratique, quels que soient les contextes, qu'on soit dans un contexte industriel, un contexte d'intervention publique, d'innovation publique. À ce propos, il vient de publier, elle vient d'être rééditée, ses notes sur les pratiques justement de design, en particulier sur les pratiques liées à la créativité en 2017. Donc ce qu'il propose, et c'est ça qu'on trouve intéressant, c'est une démarche d'ensemble. C'est ce qu'on retrouve notamment dans cet ouvrage Framing Innovation, avec un point qui est assez intéressant. Il insiste bien sur la nécessité de s'inscrire dans une démarche d'ensemble, mais de développer pour chaque contexte ce qu'il appelle des frames, et de s'assurer de ne pas rentrer trop rapidement dans une logique d'outils. Voilà, on co-construit les outils, donc avec les acteurs qu'on accompagne, avec cette idée derrière de coévolution permanente entre les problèmes et les solutions qu'on peut apporter. Voilà quelles sont nos trois principales sources d'inspiration. Ce sont les ouvrages pionniers, et ensuite il y a des courants notamment de recherche actuellement ou de pensée en design. Alors il en existe pléthore, là on ne va pas revenir sur des courants autour du design social, du design inclusif ou du design éthique qu'on connaît peut-être tous et toutes et qu'on utilise déjà énormément, mais ce qui est intéressant de voir, alors nous on renomme ça sous la grande catégorie, la grande chapelle Impact by Design, c'est non exhaustif comme je le disais, mais ça donne aussi à voir des courants, alors pas forcément nouveaux, il y en a certains qui sont nouveaux et assez récents, mais des courants quand même qui se dégagent avec des orientations de recherche et aussi, on va y revenir, des conclusions, en tout cas des inspirations en termes méthodologiques et d'approche en rupture avec ce qu'on a l'habitude d'employer en matière de design. Du coup, je fais un rapide tour. Pourquoi on a mis le design systémique au centre, puisque le design systémique, c'est ce qui a été notamment partagé par Kate Drew, et c'est beaucoup revenu aussi, je crois, dans le cadre de l'intervention d'EDF, c'est aussi le rôle stratégique que le design va avoir dans les organisations. Donc on n'est pas juste dans une fonction support, on peut être aussi dans une réflexion et une centralisation plus stratégique au sein de l'entreprise. Et puis ensuite, toute une série justement de courants de design. Alors ça va du design régénératif au design non humain, en passant par le design biomimétique, alors le circulaire qui est plus classique, le climatique, le design de redirection. On étudie dans le cadre de l'étude tous ces courants de recherche en design et tous les kits et les outils méthodologiques qui existent autour de ces environnements. Ce qu'on vous propose ce matin, au travers de notre intervention et aussi des autres masterclass auxquelles vous allez assister, c'est de se concentrer principalement, alors très brièvement, sur le design systémique, puis ensuite sur le design de redirection, et enfin de faire un petit focus sur le design non humain. Design biomimétique, design circulaire, le tout connecté au design systémique. Vous allez l'approfondir et le retrouver dans deux autres masterclass auxquelles vous allez assister par la suite, celle avec Benjamin de Renault et celle avec Paul Guérin, de designer chez Interface, sur la partie plus design biomimétique. Donc on ne s'attardera pas forcément là ici sur le design circulaire et biomimétique, mais plutôt sur les trois que j'ai cités précédemment. Un premier focus donc, sur le design systémique sur lequel je reviens assez brièvement en quelque sorte puisque Kate Drew on a assez longuement parlé. Nous on a préféré quand même en reparler même si Kate l'a abordé au sens où pour nous c'est vraiment l'approche macro-stratégique qui permet par le design d'intégrer les écosystèmes et penser les externalités. C'est en quelque sorte un pas de côté assez important. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le People and Planet Centered, l'approche du design qui va être centrée plutôt people, plutôt planète, plutôt environnement, plutôt que le user-centered design qui est en permanence effectivement uniquement focalisé sur l'approche utilisateur. Et donc aussi le point important de cette approche par le design systémique, c'est de venir
outiller notamment les entreprises, les organisations, les collectivités, d'outils pour mieux appréhender toute la complexité des problématiques auxquelles on s'adresse, qu'elles soient sociales, environnementales et économiques. Et je pense que c'est un des grands freins et une des grandes problématiques auxquelles on est heurté dans nos organisations aujourd'hui, c'est l'ensemble de ces problématiques, crise sociale, crise environnementale, crise économique, qui justement s'interpénètrent, et notre incapacité parfois technique ou méthodologique à pouvoir en fait les appréhender de manière connexe et systémique. Donc c'est en ce sens que les outils, d'ailleurs, qui ont été présentés par Kat, que vous retrouvez en accès libre, hein, d'ailleurs sur le site du Design Council. J'ai vu beaucoup, certaines prendre des photos, mais vous retrouvez tout en accès libre. C'est des outils qui nous intéresse aussi dans le travail de conception et de création des outils, l'approche systémique sur laquelle Elodie reviendra tout à l'heure. Mais le point important qu'il faut retenir, c'est vraiment ça, la capacité à pouvoir décomposer, cartographier le système, les sous-systèmes sur lesquels vous travaillez, créer et identifier les liens qui relient et justement intégrer en continu dans la réflexion sur des enjeux de transition sociale, environnementale et économique, les dynamiques d'interrelation, de combinaison, de causalité. Et souvent, quand on est centré utilisateur mais qu'on met de côté des enjeux plus globaux, notamment environnementaux ou sociaux, on est centré sur l'utilisateur et on en oublie en fait les écosystèmes connexes. Et les écosystèmes connexes, ça peut être des ressources, qu'elles soient naturelles, un écosystème de partenaires ou de prestataires ou autres. Donc c'est vraiment tous ces écosystèmes qu'il faut remettre à plat. Là, je m'inspire notamment d'un collectif français de designers qui s'appelle Designer Éthique, qui justement a bien synthétisé cette approche complexe qui consiste à vraiment interconnecter les systèmes sociaux, économiques, environnementaux et politiques, avec vraiment l'enjeu de la complexité, donc de passer vraiment au user-centered design, au system-centered design. Et puis, c'est un point qu'on aborde à travers cette étude aussi, et avec Xavier et l'ENSI, c'est des liens étroits avec la recherche fondamentale, la recherche publique, les écoles et l'université, puisque pour nous, c'est extrêmement important qu'appréhender cette complexité, ça nécessite aussi d'aller chercher de la transdisciplinarité et notamment des compétences multi- et pluridisciplinaires sur l'ensemble des sujets sur lesquels nous travaillons. Un deuxième focus sur un mouvement qui émerge et qui est développé en France, notamment par Alexandre Monin et Diego Landivar, qui ont développé tout un programme d'ailleurs de formation et d'accompagnement, donc avec l'ESC Clermont et Strat, autour donc de cette notion de redirection. Alors, cette notion, il l'emprunte à Tony Fry, qui est une autre de nos sources d'inspiration première, et qu'on peut définir simplement comme rediriger, reconsidérer l'existant. Et en particulier, derrière cela, c'est la question qu'a évoquée Rudy, sur le re-questionnement en fait, des ressources, qu'elles soient humaines, bien évidemment, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient naturelles. Et se repenser l'ensemble du modèle économique, l'ensemble de nos méthodes, de nos outils par rapport à cette finalité qui redevient la ressource dans une démarche de conservation, de préservation, de valorisation et de régénération. Donc en France, c'est Alexandre Monin et donc en particulier Diego Landivar donc, qui développent cette approche-là. Ce qu'on trouve intéressant, c'est la manière qui stratégiquement reconsidère les outils d'analyse stratégique utilisés par les directions générales et par les directions de l'innovation. Deux petites illustrations. La première, c'est la manière dont ils vont réutiliser, par exemple, des matrices d'analyse telles que McKinsey, donc qui sont des matrices vraiment de positionnement par rapport à des marchés, où ils vont considérer cette notion, par exemple, de désinvestissement, qui est juste une des briques, justement, de cette analyse stratégique, comme la brique principale justement du modèle. Une deuxième illustration, alors on ne le voit pas trop, mais on vous invite vraiment à découvrir ce qu'ils appellent la fresque des renoncements, qui est, alors vous prenez une activité, une activité globale ou un projet d'innovation, mais ça peut être un projet en cours, et vous allez essayer de décomposer cette activité en sous-activités, en modules, et de vous poser la question dans quelle mesure vous seriez prêt à renoncer à l'une de ces activités, à l'une de ces briques, modules et autres. Et donc ça, vous pouvez le schématiser et vous pouvez... alors, on rejoint des méthodologies qui sont assez classiques, donc en gestion de projets type perte et autres, mais ils poussent justement la réflexion juste au bout autour de cette question de la gestion des ressources et des activités pour revoir l'intégralité du modèle. Alors,
on avance parce qu'il faut qu'on laisse aussi du temps à Elodie pour les 6 minutes pour vous présenter aussi le travail qui est fait sur les outils. Troisième et dernier focus autour du design non humain. Alors là, on est dans une approche assez radicale et très novatrice dans ce qu'est le design. Là, c'est une approche notamment quand on veut répondre aux enjeux de soutenabilité environnementale ou écologique, c'est le design pour mieux appréhender l'impact des activités, notamment économiques, sur l'environnement, voire le vivant. Donc là encore, c'est un point de vue qui est inspiré d'un grand designer qui s'appelle Ted Hunt et qui travaille notamment sur la critique finalement du design anthropocentré, c'est-à-dire là encore trop orienté sur les utilisateurs et aussi sur l'humain, et qui invite justement à recentrer le design sur la nature dans son acception large, intégrant à la fois l'humain et les écosystèmes vivants et naturels. Donc là, l'idée, c'est vraiment le parti pris, c'est d'appréhender certaines activités à partir d'une approche design qui va être centrée sur le vivant, également sur la nature, et qui l'intègre. Et ce qui est intéressant aussi là, dans l'approche méthodologique de ce travail, c'est d'intégrer des experts scientifiques, de cartographier les systèmes naturels, de faire de l'observation aussi in situ, quand on a des activités économiques qui détruisent le vivant et notamment l'environnement, et puis également de faire des personas non humains de la nature, de la faune et des flores, c'est-à-dire de la flore. C'est-à-dire quand vous êtes dans une activité économique et industrielle qui a un impact sur les ressources naturelles et sur l'environnement, c'est de se dire qu'on va faire des personas au même titre qu'un utilisateur ou une utilisatrice, on va faire des personas aussi sur des éléments naturels sur lesquels on a un impact direct. Donc tout ça, ce sont des courants de recherche et d'analyse qu'on synthétise, qu'on travaille justement dans le cadre de l'étude et sur laquelle vous pourrez peut-être vous reporter à l'étude quand elle sera finalisée pour avoir tous ces courants et notamment tous ceux qu'on a évoqués précédemment. Avant de passer la parole à Elodie, quand même 2 illustrations très rapidement de cas d'entreprise qui intègrent de près ou de loin ces approches, qu'elles soient systémiques ou même de design climatique ou circulaire ou pas forcément non humain mais ou biomimétique. 2 cas rapides, c'est Fairphone qu'on avait abordé l'an dernier dans le cadre du Shift Lab sous l'angle modèle économique. Cette année, on ne l'angle pas sous l'approche modèle économique mais plutôt sous l'approche du design. Je vous réexplique ce qu'est Fairphone. C'est un téléphone portable qui vient vraiment frontalement sur le marché de la téléphonie mobile et du smartphone avec un modèle et surtout une vision qui est radicalement différente, c'est-à-dire c'est pas l'obsolescence programmée qui consiste à acheter un téléphone tous les ans, mais c'est vraiment l'idée de travailler le côté circulaire déjà des ressources, le sourcing des matériaux, mais aussi derrière son côté modulable et réparable. Et donc le design est vraiment au cœur même de cette approche et notamment aussi écosystémique puisque ce sont des matrices et des approches design qui ont permis à Fairphone de travailler toute la complexité avec son écosystème de prestataires, de fournisseurs et bâtir aussi un modèle économique, un modèle de service totalement différent de celui qu'un certain nombre d'opérateurs peuvent avoir. Et enfin, je donnerai une deuxième illustration qui est peut-être un peu plus intéressante. Elle est en cours de création, mais c'est le modèle de Sodexo qui intègre aussi du design. Donc Sodexo, modèle de restauration collective, dont les principaux clients notamment peuvent être des entreprises mais aussi des collectivités locales et territoriales, et Sodexo qui est totalement actuellement bousculé justement par la question de la qualité des repas ou en tout cas du service que propose Sodexo sur de l'alimentation très industrielle. Et Sodexo a créé une nouvelle fonction dans l'entreprise il y a quelques mois qui s'appelle donc qui est pilotée par Isabelle Aprine, qui est une direction innovation sociale et nouveau modèle économique au sein de l'entreprise, et donc a prototypé en mode hybridation publique-privée, notamment avec des acteurs sociaux et associatifs au niveau de Seine-Saint-Denis, un nouveau concept qui s'appelle La Passerelle, qui propose notamment un concept de légumerie avec des espaces de crèche, avec des espaces de vie, avec des espaces de formation pour les populations locales, qui va créer à la fois de l'emploi dans une logique de co-création avec l'ensemble du tissu des acteurs au niveau local. Et cette légumerie, c'est un moteur économique. Elle va venir elle va se diviser en 2 parties, c'est-à-dire une première partie qui va créer au niveau local de l'alimentation circuit court et en tout cas des repas circuit court pour le territoire, et en même temps qui va proposer au niveau local pour les consommateurs locaux un certain nombre de plats ou en tout cas de repas qui sont plus accessibles pour eux. Donc c'est une vision vraiment à la fois écosystémique d'hybridation publique-privée avec toute une série d'acteurs que je vous invite à creuser. Peut-être que pour celles et ceux qui seront là demain, on a Isabelle April qui est la directrice qui sera avec nous de ce projet. Donc c'était 2 illustrations et puis je passe maintenant la parole à Elodie. Prends le temps qu'il te faut pour présenter les outils. Très bien, merci. Donc, Marie-Hélène l'a dit en introduction, l'année dernière, on avait déjà travaillé certains
certains outils qui avaient pour but de faire réfléchir nos clients ou d'autres personnes intéressées par ces sujets à comment réfléchir mon business model en y apportant plus d'impact. C'est par ici, c'est par là. Excuse-moi, c'est moi. Et on avait réfléchi à ces 3 outils qui étaient les matrices business model, écosystème d'acteurs et diagnostic d'impact. Et ces outils, on les a testés en atelier. Et cette année, on s'est dit, on a envie d'y apporter un peu plus des améliorations parce qu'on les trouvait au final assez statiques. Et donc cette année, avec Xavier de l'ENSI, on a réfléchi à un parcours en 4 étapes dont je vais donner les détails directement. L'idée, c'est vraiment que ce soit plus dynamique et de rentrer. Et l'année dernière, où on faisait vraiment un inventaire un peu statique du business model, des acteurs, etc. Cette année, on a envie de se dire, OK, on a cet inventaire, mais comment on va plus loin pour trouver des pivots d'activité clairs. Donc, je rentre directement dans la première étape qui ressemble vraiment aux outils qu'on avait l'année dernière pour le coup. C'est juste qu'on a axé vraiment la matrice de business model sur les ressources et la structure de coûts, le modèle de revenus, en donnant plus de valeur aux ressources, en les creusant, en les détaillant. Donc l'idée de cette première partie, c'est faire cet inventaire des acteurs et des ressources internes et externes, mais également de les prioriser pour se dire quelles sont celles qui ont le plus de valeur pour mon entreprise et celles qui ont un impact, qui soit à ce stade positif, négatif ou aussi neutre, on n'en sait rien. Ensuite, par rapport à ces ressources clés, on voulait creuser ces ressources via quel est leur poids économique, quel est leur impact. Donc là, on retrouve notre matrice de l'année dernière sur les impacts, donc économiques, social, sociétal et écologique. Donc là, l'idée, c'est vraiment de creuser ces ressources pour définir ce qu'on a appelé des activités critiques qu'on va retrouver à la fin de cette première séquence. Désolée, je vais un peu vite, mais voilà. En 3e étape, on a ces activités critiques dans cette deuxième séquence. Et en 3e séquence, ça va être de se dire, OK, maintenant on a ces activités, il faut les creuser et il faut se dire, mais comment on les fait pivoter. Donc là, il y a plusieurs fiches. Une première fiche, on ne voit pas très bien, une première fiche plutôt descriptive pour engranger toute la matière sur cette activité, le descriptif, les sous-activités liées, quel est son poids dans l'économie de l'entreprise. Également, ici, on le voit derrière, où est-ce que l'activité s'inscrit dans la chaîne de valeur, mais également l'idée ici, je vais utiliser le petit laser, tac tac. Donc ici, c'est de vraiment arriver. Si cette fiche sert lors d'un atelier, c'est d'arriver avec des indicateurs. Par exemple, on a pris l'exemple de la consommation carbone, mais d'arriver avec des indicateurs réglementaires, des indicateurs sectoriels et des indicateurs, les indicateurs propres à l'entreprise. Donc, sortir de cet atelier en se disant, on a des indicateurs réglementaires sectoriels selon différentes échelles de temps. Comment mon entreprise est prête à se positionner vis-à-vis de ces indicateurs. Et ensuite, une fiche plus d'idéation avec des questionnements, ici on l'a en grand, des questionnements sur la chaîne de valeur pour se dire qu'est-ce qu'on transforme dans cette activité. Et ensuite, des questionnements sur l'écosystème. Voilà, avec qui on le transforme, comment. On avait vu dans la séquence précédente qu'on notait les impacts positifs ou négatifs. L'idée, c'est comment on capitalise sur les acteurs, les ressources qui ont un impact négatif et comment on transforme et comment on transforme ceux qui ont un impact négatif. Et le dernier point, c'est, on a commencé à le faire, mais on a encore un travail, comme le disaient Rudy et Xavier, ça vient juste de commencer, mais c'est d'apporter à chaque fois pour nos clients, donc que ça soit, je ne sais pas, le secteur de l'édition, la pharmaceutique, etc., d'arriver, ou le public, d'arriver avec des benchmarks sectoriels sur les bonnes pratiques. Voilà, qu'est-ce que les concurrents, grosso modo, font, des analogies sectorielles sur les différents moments de la chaîne de valeur.
voilà, dans d'autres secteurs d'activité, comment certains acteurs ont fait pour pivoter leur moment d'approvisionnement, par exemple. Et le dernier, c'est une analyse des différentes tendances, les consommateurs, les technologies, pour un peu éclairer cette idéation. Et la dernière étape, c'est vraiment l'expérimentation. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup au Liberté Living Lab, c'est de se dire, on vient de penser à tout ça, mais maintenant il faut passer à l'action. Donc à chaque fois, on chérit un peu ce moment où on réfléchit à l'expérimentation en se disant, c'est moi ? Ok. Bref. En se disant déjà comment on cadre cette expérimentation, sur quel territoire, sur quelle durée, etc. Quels sont les indicateurs qu'on place, c'est-à-dire un peu les facteurs de succès. Si notre expérimentation dure 6 mois, comment on sait à l'issue de ces 6 mois qu'elle aura réussi, et aussi une cartographie d'engagement des différents acteurs. On a listé les acteurs clés, mais l'idée c'est aussi de mettre autour de la table tous ces acteurs et se dire, c'est déjà se mettre d'accord sur des échelles de temps. Là, pour l'exemple, on a mis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais que chaque acteur se positionne en se disant, moi je m'engage sur cette activité-là à faire ça d'ici 3 mois, 6 mois, pour qu'on reparte de cette réflexion avec des actions claires. Voilà, donc j'ai fait rapidement, mais l'idée c'est que maintenant, donc ça on l'a fait un peu en chambre. Nous on aimerait dans l'année, le premier semestre 2022 tester en atelier ces différents outils pour voir s'ils fonctionnent, les modifier et les adapter. Je pense parce que au final toutes les problématiques sont différentes, donc ces outils vont être adaptés à ça. Et comme je vous le disais également, travailler ces différentes cartes d'inspiration qui vont permettre d'éclairer le raisonnement et se dire comment on fait pivoter notre activité en s'inspirant de ce qui existe ailleurs. Voilà. Quelqu'un a-t-il une question, soit sur n'importe quel pan de la présentation, sur l'étude ou sur les outils que je viens de présenter? N'hésitez pas.